La controverse de Sion de Douglas Reed chapitre 46.2. Le climateré, 3. Les années d'apogée, partie 1. Les années 1952 à 1956 amenèrent les populations d'Occident encore plus près du calcul des comptes pour le soutien que leurs leaders, par 2 générations et 2 guerres mondiales, avaient donné à la révolution et au sionisme. On était en train de les attirer dans 2 guerres qui, de manière prévisible, fusionneraient en une seule guerre servant un but dominant. D'une part, ils étaient engagés par leurs hommes politiques et leurs partis dans la préservation de l'État sioniste, dont la politique déclarée était d'agrandir sa population de 3 ou 4 millions de personnes en 10 à 15 ans, ce qui signifiait la guerre. D'autre part, on les accoutumait quotidiennement à l'idée que c'était leur destinée et devoir de détruire le communisme, qui avait submergé la moitié de l'Europe quand l'Occident avait ouvert les vannes, ce qui signifiait la guerre. Ces 2 guerres deviendraient, inévitablement, une guerre unique. Le calcul est simple. Le territoire pour l'expansion de l'État sioniste ne pouvait être pris qu'aux peuples arabes voisins, les gens nécessaires à l'expansion de l'État sioniste ne pouvaient être pris que dans la région occupée par la Révolution, parce qu'on ne pourrait trouver nulle part ailleurs, 3 ou 4 millions de Juifs, les États-Unis mis à part. 80 L'extraction des Juifs des États-Unis, bien qu'essentielle au rassemblement des exilés, appartient manifestement à un stade ultérieur du processus et dépendrait du succès de la phase suivante, le rassemblement des Juifs du territoire soviétique et des pays du Maghreb. Après cela, quelque étrange que paraisse l'idée aux Américains et aux Britanniques d'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une persécution juive en Amérique, et cela serait produit par la méthode propagandiste utilisée dans le passé et appliquée impartialement pays après pays, y compris en Russie, Pologne, Allemagne, France, Espagne et Grande-Bretagne. Le Dr Nerem Goldman, leader de l'organisation sioniste mondiale, dit devant un public israélien, en octobre 1952, qu'il n'y avait qu'un problème que le sionisme devrait résoudre s'il voulait réussir: comment faire émigrer en Israël les Juifs des pays où ils ne sont pas persécutés. Il dit que ce problème était particulièrement difficile aux États-Unis parce que les États-Unis sont moins un pays de persécution juive, ou de toute perspective de persécution juive, que n'importe quel autre pays. Johannesburg Zionist Record, 24 octobre 1952. Le lecteur remarquera qu'il n'y a aucun pays sans persécution juive, il y a seulement des degrés de persécution juive dans les différents pays. Dans ce but, l'Occident, durant la phase qui commença en 1952, dut être persuadé que l'antisémitisme sévissait dans la zone soviétique, tout comme elle fut persuadée durant les 14 années qui suivirent que les attaques sionistes envers les pays arabes étaient des attaques arabes envers Israël. Monsieur Ben Gourion, 8 décembre 1951, informa officiellement le gouvernement soviétique que le retour des Juifs dans leur foyer national historique est la mission centrale de l'État d'Israël. Le gouvernement d'Israël fait appel à l'Union soviétique pour permettre aux Juifs de l'Union soviétique qui souhaitent émigrer, de le faire. Le New York Times, 2 ans plus tard, mentionnant l'immigration déclinante vers Israël, dit que le but de M. Ben Gourion semble très lointain, et ajouta que le modèle actuel d'immigration ne changerait radicalement que s'il y avait un regain d'antisémitisme quelque part. À cette période, le 26 juin 1953, la dénonciation de l'antisémitisme derrière le rideau de fer avait commencé. Le New York Herald Tribune dit à la même période, 12 avril 1953, que l'antisémitisme était devenu virulent en Union soviétique et que l'entreprise de sauvetage la plus cruciale, à laquelle faisait face Israël dans sa 6e année, était celle des 2 500 000 Juifs prisonniers de la Russie et des pays satellites. Donc, il était clair, à la lumière des 2 guerres mondiales et de leur issue dans les 2 cas, que toute guerre entreprise par l'Occident contre le communisme serait en réalité menée dans le but premier de fournir à l'État sioniste de nouveaux habitants venus de Russie, que toute guerre au Moyen-Orient dans laquelle l'Occident s'engagerait serait menée dans le but premier d'agrandir le territoire de l'État sioniste, pour y loger cette population plus nombreuse, et que les 2
guerre fusionnerait bien en une seule guerre, au cours de laquelle ce but dominant resterait caché aux populations qui y seraient entraînées, jusqu'à ce qu'elle soit remportée et entérinée par quelque nouvel instrument mondial, à la fin de la bataille. Telle était la position de l'Occident, 50 ans après la première capture de M. Balfour et de M. Woodrow Wilson dans les filets du sionisme. J'ai une raison de mettre les mots « l'Occident » entre guillemets, à savoir que ces mots ne signifient plus ce que l'Occident signifiait avant. Autrefois, le terme signifiait le territoire chrétien, depuis les frontières orientales de l'Europe, et en traversant l'Atlantique, jusqu'au littoral occidental américain, incluant les pays anglophones reculés d'Amérique du Nord, d'Afrique et des Antipodes. Après la Seconde Guerre, quand la moitié de l'Europe fut abandonnée à la révolution talmudique, ce mot reçut une portée plus limitée. Dans l'esprit populaire, l'Occident signifiait l'Angleterre et l'Amérique, en rang contre la nouvelle barbarie qu'elle extirperait un jour d'Europe et renverrait dans sa barbare terre natale asiatique. L'Amérique et l'Angleterre, avant tout, représentaient encore le monde libre, qui un jour serait rétabli sur tout le territoire d'autrefois et avec lui, comme dans les temps anciens, l'espoir des hommes vivant à l'extérieur de ce territoire et qui souhaitaient être libres, c'est ce que l'esprit populaire comprenait. Militairement, cette supposition était correcte, la force physique de l'Occident, soutenue par l'attente fiévreuse des populations captives, était plus qu'équivalente à la tâche. En réalité, les grands pays vers lesquels les peuples asservis se tournaient étaient même prisonniers du pouvoir qui avait amené cet asservissement, et ils avaient montré par 2 fois que leurs armes, si elles étaient utilisées, ne seraient pas employées pour libérer et réparer, mais pour prolonger le supplice du XXe siècle. Les valeurs morales et spirituelles autrefois contenues dans ces 2 mots, l'Occident, étaient les plus fortes dans les pays abandonnés au communisme et dans ceux menacés de sionisme, où la souffrance et le danger ranimaient ces valeurs dans les âmes humaines. Dans ces grandes citadelles occidentales qu'étaient autrefois Londres et Washington, ces valeurs étaient réprimées et latentes. Pour cette raison, l'Amérique n'était pas véritablement qualifiée pour reprendre à l'Angleterre le rôle principal sur la scène mondiale lors de la deuxième moitié du XXe siècle, et pour accomplir la tâche de libération que les masses étaient incitées à attendre d'elle. Matériellement, la République fondée presque 200 ans auparavant était extraordinaire. Les richesses du monde y avaient coulé durant les 2 guerres mondiales, sa population atteignait rapidement 200 millions, sa marine et son armée de l'air étaient les plus importantes du monde et, comme son armée de terre, étaient fondées sur cet ordre de contraintes que sa population avait longtemps considéré comme étant la malédiction de l'Europe. Dans l'industrie et les compétences techniques, elle était redoutable au point d'en devenir un cauchemar pour elle-même. Sa production était si vaste qu'elle ne pouvait être absorbée, et le souvenir terrible de la crise de 1929 incita ses leaders à concevoir de nombreuses manières de distribuer les marchandises dans le monde sous forme de présents, et de payer ces biens aux producteurs par des fonds publics, si bien que, pendant un temps, les fabricants et les ouvriers étaient payés pour une production pour laquelle, en temps de paix, aucun marché naturel ne se présentait. Ces bases militaires, sur le territoire de peuples autrefois souverains, étaient disséminées sur tout le globe, de sorte qu'à tout instant elles pouvaient frapper avec une puissance fulgurante, mais frapper quoi, et dans quel but? Le communisme, répondait-on aux masses, dans un but de libération des asservis, d'aide au monde en esclavage, et de rectification des actions de 1945. Si cela était vrai, la fin du supplice du siècle était au moins en vue, un de ces jours, car partout dans le monde les hommes mettaient leur cœur dans cette cause-là. Mais chaque acte majeur du gouvernement à Washington durant les années 1952 à 1956 démentit ces professions de foi. Le gouvernement semblait plus esclave du pouvoir juif que même les gouvernements britanniques des 50 années précédentes. Il se révélait incapable de prendre en main toutes questions importantes concernant les affaires étrangères ou intérieures américaines, excepté en termes de leur rapport avec le sort des Juifs, tel que le cas des Juifs lui était présenté par les impériaux sionistes.
aucun petit gouvernement fantoche ne ressembla plus à un vassal dans ses actes que celui-là même que les masses considéraient comme le gouvernement le plus puissant du monde, celui des États-Unis sous son chef de l'exécutif, le président Eisenhower, durant les années 1953 à 1956. Comme celle d'un chancelier lors d'une naissance royale, l'ombre du sionisme s'abattit sur la sélection, la nomination et l'élection du général Eisenhower. La fulgurante promotion de ce dernier durant la guerre de 1939 à 1945, du rang de colonel peu versé dans le combat, à celui de commandant suprême de toutes les armées alliées envahissant l'Europe, semble indiquer qu'il fut désigné pour recevoir de l'avancement longtemps auparavant, et les recherches soutiennent cette déduction. Dans les années 20, le jeune lieutenant Eisenhower étudia au National War College à Washington, où un certain monsieur Bernard Baruch, qui avait joué un rôle si important dans la sélection, nomination et élection du président Woodrow Wilson en 1911 à 1912, donna ses instructions. Monsieur Baruch, à cette époque précoce, décida que le lieutenant Eisenhower était un élève vedette, et quand le général Eisenhower fut élu président 30 ans plus tard, il dit aux vétérans américains qu'il avait pendant un quart de siècle, eu le privilège de s'asseoir aux pieds de Bernard et de l'écouter parler. Au début de sa présidence, M. Eisenhower intervint pour résoudre, en faveur de M. Baruch, un petit conflit au Collège de guerre nationale, où certains s'opposaient à l'acceptation d'un buste de M. Baruch, offert par des admirateurs. Aucun buste de civil en vie n'y avait jamais été exposé auparavant. Il est fort possible que le soutien du conseiller des 6 présidents ait facilité l'ascension rapide du lieutenant Eisenhower aux commandes de la plus grande armée de l'histoire. Dans les annales publiques, on peut trouver le soutien que M. Baruch donna quand le général Eisenhower, qui n'avait pas d'affiliations ou d'histoire au parti, se présenta en 1952 comme candidat du Parti républicain pour la présidence. Jusqu'à cet instant, M. Baruch avait été un membre ardent du Parti démocrate, non juste un démocrate ordinaire, mais un fervent défenseur de l'étiquette du parti et un détracteur quasiment fanatique de l'étiquette républicaine, confère sa biographie approuvée. En 1952, M. Baruch devint soudain un fervent défenseur de l'étiquette républicaine, pourvu que M. Eisenhower la portât. De toute évidence, de fortes raisons devaient avoir causé ce changement. Soudain de l'allégeance de toute une vie, et il serait utile de chercher à les découvrir. En 1952, le Parti républicain n'avait pas été au pouvoir depuis 20 ans. Selon la seule théorie du balancier, par conséquent, on s'attendait à ce qu'il revienne au pouvoir et donc évince le Parti démocratique, dont M. Baruch avait été un fervent défenseur, pendant 50 ans. Hormis le retournement de la chance, auquel on devait s'attendre, contre un parti trop longtemps au pouvoir, l'électeur américain de 1952 avait des raisons particulières de voter contre les démocrates. La raison principale était la révélation d'une infestation communiste du gouvernement sous les régimes de Roosevelt et Truman et le désir du public d'un nettoyage drastique des écuries. Dans ces circonstances, il était relativement clair, en 1952, que le Parti républicain et son candidat gagneraient les élections et la présidence. Le candidat naturel était le leader du parti, le sénateur Robert E. Taft, qui y avait consacré sa vie. À ce moment précis, et après son propre soutien, fervent, de toute une vie au Parti démocrate, ses contributions d'argent étaient très importantes, et les notes personnelles de M. Forrestal rapportent le rôle joué par de telles contributions, en général, pour déterminer le cours des élections américaines et de la politique nationale. M. Baruch, le détracteur fanatique de l'étiquette républicaine, présenta un candidat alternatif pour la nomination républicaine. C'est-à-dire, l'officier qu'il avait admiré pendant si longtemps apparut soudain sur le ring, et la chaleureuse recommandation de ce dernier par M. Baruch indiquait d'où provenait son soutien le plus solide. La perspective qui s'ouvrait alors était que si M. Eisenhower, au lieu du sénateur Taft, arrivait à obtenir la nomination du parti, le Parti républicain serait à travers lui engagé à poursuivre la politique démocrate des internationalismes, commencée par les présidents Woodrow Wilson, Roosevelt et Truman.
Cela, en retour, signifiait que si le leader du parti pouvait être évincé, l'électeur américain serait privé de tout choix véritable, car le seul homme qui lui offrait une politique alternative et différente était le sénateur Taft. Cela était devenu clair pour l'initié plus d'un an avant l'élection, grâce au leader républicain le plus important après le sénateur Taft, le gouverneur Thomas E. Dewey de l'État de New York. Monsieur Dewey, qui s'était étonné lui-même et avait étonné le pays en perdant l'élection présidentielle de 1948 en faveur de Monsieur Truman, un exemple classique de l'échec prévu d'avance de la méthode, moi aussi, déclara, je suis un internationaliste. C'est pourquoi je suis pour Eisenhower. Eisenhower est un républicain de cœur, mais ce qui est plus important, c'est qu'il est internationaliste. Luke, 11 septembre 1951. Parmi les initiés, internationaliste, comme activiste, dans le sionisme, est un mot-clé, signifiant de nombreuses choses inavouées. Jusqu'ici, au cours de notre siècle, aucun internationaliste inavoué à un poste de premier plan ne s'est authentiquement opposé à l'avancée du communisme, l'avancée du sionisme, et le projet de gouvernement mondial vers lequel ces deux forces convergentes mènent. Le sénateur Taft, d'autre part, était violemment attaqué à cette époque comme « isolationniste », un autre mot-clé, il signifie seulement que la personne attaquée croit en la souveraineté nationale et en l'intérêt national, mais on fait en sorte que cela sonne mal à l'oreille des masses. Ainsi, M. Eisenhower se présenta-t-il à la convention du Parti républicain à Chicago, en 1952, contre le sénateur Taft. J'en fus le témoin, par la télévision, et, bien que je ne sois pas novice, je fus étonné de la façon lisse dont la défaite du sénateur Taft fut atteinte. Cet événement montra, longtemps avant les véritables élections, que le mécanisme de nomination avait été tellement maîtrisé qu'aucun parti ne pouvait même ne serait-ce que proposer quiconque n'était pas un candidat approuvé par les puissants sélectionneurs derrière la scène. La conséquence de l'élection présidentielle elle-même dans ces circonstances présente relativement peu d'intérêt en Amérique de nos jours, et l'observateur ne peut pas non plus se faire une idée de la manière dont la République pourrait échapper à ce contrôle occulte. Il n'est pas possible pour les deux partis de désigner son leader de parti, ou tout autre homme, s'il n'a pas auparavant été jugé acceptable par les internationalists. L'évincement du leader vétéran du parti, à la veille du retour au pouvoir de son parti, fut accompli grâce au contrôle des votes groupés des États clés. L'effectif démographique détermine le nombre de votes déposés par les délégations d'États, et au moins deux de ces États prépondérants, New York et la Californie, sont ceux vers lesquels l'immigration juive des derniers 70 ans a été orientée, manifestement dans ce but. 81 Cela est essentiel à la stratégie électorale dictée, bien qu'originellement non conçue par lui, par le colonel House. Le problème des bâtons dans les roues qu'elle pose fait l'objet de nombreuses illusions citées précédemment, par ex. Notre échec à nous accorder avec les sionistes pourrait nous faire perdre les États de New York, de Pennsylvanie et de Californie. J'ai pensé qu'il était grand temps que quelqu'un prenne en considération la possibilité de ne pas perdre les États-Unis. Monsieur James J. Forrestal Niles avait dit au président que Dewey était sur le point de sortir une déclaration en faveur de la position sioniste et à moins que le président ne le devance, les démocrates perdraient l'État de New York. Le secrétaire d'État James J. Burns, le Parti démocrate refuserait d'abandonner les avantages du vote juif, le gouverneur Thomas E. Dewey. En 1952, alors que je regardais la télé, le vote pour les deux hommes était plutôt à égalité, lorsque M. Dewey remit en souriant l'important vote groupé de l'État de New York contre le leader de son parti et en faveur de M. Eisenhower. D'autres États clés suivirent le même exemple et il reçut la nomination, qui dans les circonstances du moment signifiait aussi la présidence. Cela signifiait aussi, de fait, la fin de tout système bipartiste authentique en Amérique. Pour l'heure, le système des représentants élus connu sous le nom de « démocratie » est rabaissé au niveau du système au parti unique des non-démocraties si les deux partis n'offrent pas un véritable choix de politique. La situation fut décrite ainsi, à la veille des élections, au lecteur juif du Jerusalem Post, 5 novembre 1952,
qui les informa qu'il y avait guère de différence entre les deux. M. Eisenhower, républicain, M. Stephenson, démocrate, du point de vue de l'électeur juif, et que l'intérêt juif devrait se concentrer sur le sort des membres du Congrès et des sénateurs considérés comme hostiles à la cause juive. Immédiatement après l'investiture du nouveau président, janvier 1953, le Premier ministre britannique, Sir Winston Churchill, se précipita en Amérique pour s'entretenir avec celui-ci, mais pas à Washington, où résident les présidents. M. Eisenhower proposa qu'ils se rencontrent, chez Bernie, à l'hôtel particulier de M. Baruch, sur la 5e avenue, Associated Press, 7 février 1953. À cette période, M. Baruch recommandait avec insistance l'adoption de son plan de bombe atomique comme la seule force de dissuasion efficace contre l'agression soviétique. Ces remarques à la commission du Sénat ont été citées dans un chapitre précédent. Apparemment, il n'était pas si méfiant ou hostile envers les soviétiques qu'il en avait alors l'air, car quelques années plus tard, il dévoila que la notion d'une dictature nucléaire commune américano-soviétique exercée sur le monde l'avait aussi séduit. Il y a quelques années, j'ai rencontré Vyshensky lors d'une soirée, et je lui ai dit: vous avez la bombe et nous avons la bombe. Contrôlons la chose tant que nous le pouvons, parce qu'au moment où nous parlons, toutes les nations sont en train d'obtenir la bombe, ou l'obtiendront tôt ou tard. Daily Telegraph, 9 juin 1956. L'élection du général Eisenhower en tant que candidat républicain priva l'Amérique de son dernier moyen de se dissocier, par la répudiation électorale, de la politique des internationalismes de Wilson Roosevelt Truman. Le sénateur Taft était le seul homme politique important qui, dans l'esprit public, prenait clairement position pour la rupture nette avec cette politique, et manifestement pour cette raison, les puissances qui gouvernent efficacement l'Amérique depuis les dernières 40 années attachèrent une importance majeure au fait d'empêcher sa nomination. Certains extraits de son livre de 1952 possèdent une valeur historique permanente, ne serait-ce qu'en tant qu'illustration de ce qui aurait pu être si on avait permis à l'électeur républicain de voter pour le leader du Parti républicain. Le résultat de la politique de l'administration, Roosevelt-Truman, a été de construire la force de la Russie soviétique si bien qu'elle est, en fait, une menace à la sécurité des États-Unis. La Russie est bien plus une menace à la sécurité des États-Unis qu'Hitler en Allemagne ne le fut jamais. Il ne fait aucun doute que nous possédons la plus grande force navale au monde, et certainement, alors que les Britanniques sont nos alliés, un contrôle total des mers dans le monde entier. Nous devrions accepter de porter assistance avec nos propres forces maritimes et aériennes à toutes les nations insulaires qui désirent notre aide. Parmi elles se trouvent le Japon, Formose, les Philippines, l'Indonésie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, du côté atlantique, la Grande-Bretagne évidemment. Je crois qu'une alliance avec l'Angleterre et la défense des îles britanniques sont bien plus importantes qu'une alliance avec toute nation continentale. Avec les Britanniques, il ne peut y avoir de doute sur notre contrôle total des mers et des airs de par le monde. Si nous sommes vraiment sincères concernant notre politique anticommuniste, nous devrions définitivement éliminer du gouvernement tous ceux qui sont directement ou indirectement liés à l'organisation communiste. Fondamentalement, je crois que le but ultime de notre politique étrangère doit être de protéger la liberté du peuple américain. Je sens que les deux derniers présidents ont placé toutes sortes de considérations politiques et tactiques avant leur intérêt pour la liberté et la paix. Il me semble que l'envoi de troupes sans autorisation du Congrès dans un pays qui est attaqué, comme cela fut fait en Corée, est clairement interdit par la Constitution américaine. Le projet de l'armée européenne, cependant, va plus loin. Il inclut l'envoi de troupes à une armée internationale similaire à celle qui fut envisagée sous la Charte des Nations Unies. Je n'ai jamais été satisfait de la Charte des Nations Unies, elle n'est pas fondée sur une loi qui sous-tend l'ensemble, avec une administration de la justice sous cette loi. Je ne vois d'autre choix que de développer notre propre politique militaire et notre propre politique d'alliance, sans considération importante pour le pouvoir inexistant des États-Unis à empêcher l'agression.
L'autre forme d'organisation internationale qui est poussée avec acharnement sur la population des États-Unis, à savoir, un État mondial avec une législature internationale pour faire les lois et un exécutif international pour diriger l'armée de cette organisation, m'apparaît, tout du moins en ce siècle, comme fantasque, dangereuse et difficilement applicable. Un tel État, à mon avis, s'écroulerait sous 10 ans. Les difficultés à faire tenir une telle tour de Babel sous un gouvernement direct unique seraient insurmontables. Mais par-dessus tout, quiconque suggère un tel plan propose la fin de cette liberté qui a généré dans ce pays le plus grand bonheur que le monde ait jamais vu. Il soumettrait le peuple américain au gouvernement d'une majorité qui ne comprend pas la nature des principes américains et a peu de sympathie pour eux. Toute organisation internationale qui vaut le papier sur lequel elle est écrite doit être fondée sur le maintien de la souveraineté de tous les États. La paix doit être recherchée, non en détruisant et en fusionnant les nations, mais en développant l'autorité de la loi dans les relations entre les nations. Ces extraits montrent que le sénateur Taft voyait à travers elle, illusion actuelle des nations. Ils expliquent aussi pourquoi son nom était hérésie pour les puissances contrôlant le vote des États clés, et pourquoi on ne lui permit même pas de se présenter à l'élection présidentielle, 82. La question de savoir si le sénateur Taft, fût-il devenu président, se serait révélé capable de mener la politique alternative claire qu'il exposait ici dans ces grandes lignes ne trouvera désormais jamais de réponse. Dans le cas particulier du sionisme, qui joue un rôle essentiel dans toute l'affaire dénoncée ici par lui, il fut aussi soumis que tous les autres hommes politiques importants, et sans doute ne discerna-t-il pas la relation inséparable entre le sionisme et l'ambition de l'État mondial, qu'il fustigeait. On demanda à un important sioniste de Philadelphie, un certain monsieur Jack Martin, de devenir le secrétaire exécutif du sénateur Taft en 1945, et il rapporte que sa première question à monsieur Taft fut « Sénateur, que puis-je vous dire à propos des aspirations du sionisme ?» On rapporte la réponse de Taft, dans une veine balfouréenne ou wilsonienne, qui a-t-il à expliquer. Les Juifs sont persécutés. Ils ont besoin d'une terre, d'un gouvernement à eux. Nous devons les aider à obtenir la Palestine. En outre, cela contribuera incidemment à la paix mondiale. Le contraste entre ce discours typique d'un politicien en chef courant après les voix, et le commentaire éclairé donné plus haut est évident. Monsieur Martin, qui est décrit dans l'article cité ici, Jouissen Tunnel, 10 juin 1954, comme alter ego, et héritier du sénateur Taft, fut invité après la mort de Taft par le président Eisenhower à devenir son assistant, conseiller et liaison avec le Congrès. Commentaire de Monsieur Martin, le président Eisenhower est disposé à écouter volontiers votre opinion et il est facile de le conseiller. Toute la période de démarchage électoral, de nomination, d'élection et de début de présidence de M. Eisenhower fut dominée par la question juive. Il aurait aussi bien pu n'être élu que président des sionistes, tant ses paroles et actions furent constamment orientées vers la poursuite de leur ambition. Immédiatement après sa nomination, il dit à un certain monsieur Maxwell Abel, le président de la Synagogue unie d'Amérique, « Le peuple juif ne pourrait avoir meilleur ami que moi », et ajouta que ses frères et lui avaient été élevés par leur mère dans les enseignements de l'Ancien Testament. Madame Eisenhower était une fervente adhérente de la secte des témoins de Jéhovah, et « J'ai grandi en croyant que les Juifs étaient le peuple élu et qu'ils nous avaient donné les principes élevés d'éthique et de morale de notre civilisation », de nombreux journaux juifs, septembre 1952. Cela fut suivi d'ardentes professions de solidarité envers les Juifs et Israël, de la part des deux candidats à l'occasion du Nouvel An juif, septembre 1952. Pendant ces festivités, également, la pression américaine sur les Allemands, libres, d'Allemagne de l'Ouest réussit à leur soutirer la signature de l'accord pour payer des réparations à Israël. En octobre eut lieu le procès de Prague, avec l'accusation de conspiration sioniste, et M. Eisenhower commença à faire ses déclarations menaçantes à propos de l'antisémitisme en Union soviétique et dans les pays satellites.
L'accusation d'antisémitisme était jugée comme un moyen d'obtenir des votes aux élections et fut portée par le président sortant, M. Truman, contre M. Eisenhower, qui dit en public qu'il était dépassé par cette insinuation. « Ma voix s'étrangle, je vous laisse juger. » Le rabbin Hillel Silver de Cleveland, qui fit des menaces de guerre à l'Union soviétique sur l'accusation d'antisémitisme, fut appelé en réunion privée avec M. Eisenhower et il en ressortit qu'il innocenta le candidat de toute souillure antisémite. Le rabbin Silver offrit une prière à la convention républicaine qui désigna M. Eisenhower à l'investiture du nouveau président, et à la requête de M. Eisenhower, il offrit une prière pour la grâce et la guidance. Parmi ses rivaux en campagne, le vice-président sortant, un certain M. Alban Barkley, surpassa tous les autres. À propos d'une déclaration typique de M. Barkley, « Je prédis un avenir glorieux à Israël comme modèle sur lequel la plupart du Moyen-Orient pourrait se former », Time dit, la vedette du circuit de parole est le vice-président Alban Barkley, qui depuis des années soutire jusqu'à $1000 pour chaque apparition. Barkley est un favori des tribunes rémunérées pour les campagnes de vente de bons israéliens. De nombreux Arabes pensent que ce fait a eu une influence sur la politique des États-Unis au Moyen-Orient, mais il y a peu d'Arabes qui votent aux élections américaines. Quelques semaines après l'investiture, l'accord sur le tribut de l'Allemagne de l'Ouest fut ratifié, un ministre allemand annonçant alors que le gouvernement de Bonn avait cédé à la pression de l'Amérique, qui ne souhaitait pas apparaître ouvertement comme le financier de l'État sioniste. Le même mois, avril 1953, les journaux juifs, sous la une, Israël montre sa puissance, rapportèrent que, tout le corps diplomatique et les attachés militaires étrangers qui regardaient le plus grand défilé de l'armée israélienne à Haïfa, avec la marine tirée à sec au large et les unités de l'armée de l'air passant au-dessus de leur tête, furent dûment impressionnés et le but du défilé, démontrer qu'Israël était prête à prendre une décision sur le terrain, fut atteint. C'est dans ces circonstances, avec divers nouveaux engagements et promesses dont acte pour le futur, avec Staline mort, Israël prête à une décision sur le terrain, et la moitié, libre, de l'Allemagne peinant pour payer son tribut, qu'un nouveau mandat présidentiel commença en 1953. Un curieux incident marqua le grand défilé du jour de l'investiture à Washington. À la queue du cortège, ce 669 tenait un homme à cheval dans un costume de cow-boy, qui mit son cheval au pas alors qu'il approchait de la tribune présidentielle, et demanda s'il pouvait essayer son lasso. Docilement, M. Eisenhower se leva et baissa la tête, le lasso tomba autour de lui et le cow-boy l'enserra avec. Les images filmées montraient un homme, nu-tête, au bout d'une corde. Nombreux sont ceux qui pensèrent que le nouveau président prononçait de simples platitudes quand il dit « L'État d'Israël est l'avant-poste de la démocratie au Moyen-Orient et chaque Américain aimant la liberté doit se joindre à l'effort pour assurer à jamais l'avenir de ce nouveau membre de la famille des nations ». En réalité, c'était un engagement, ou considéré comme tel par ceux à qui il était adressé, de même que les paroles similaires de M. Roosevelt et M. Woodrow Wilson. 8 ans après la mort d'Hitler, le nouvel État, où les lois même d'Hitler avaient cours et d'où la population d'origine avait été chassée par le massacre et la terreur, était l'avant-poste de la démocratie, et tous ceux, aimant la liberté, devaient, à l'impératif, s'unir pour le préserver. Si le nouveau président pensait qu'il était libre de former une politique d'État après avoir prononcé de telles paroles, on lui montra autre chose dans les 9 mois qui suivirent son investiture. En octobre 1953, l'engagement fut rappelé, et de manière impérieuse. Un effort pour agir de manière indépendante, et dans l'intérêt national américain, sur un problème affectant le plus jeune membre de la famille des nations, fut réprimé, et le président américain contraint de faire pénitence publiquement, ce qui ressemblait beaucoup à la manière dont Rockland Woodrow Wilson avait été rappelé à l'ordre dans le roman de M. Howes de 1912. Cette humiliation du chef de ce que l'humanité considérait comme le gouvernement le plus puissant du monde est l'incident le plus significatif de cette histoire, qui compte de nombreux épisodes, similaires dans leur nature mais moins ouverts à l'appréciation publique.
La série d'attaques sionistes envers les États arabes voisins, listée dans la partie précédente, commença le 14 octobre 1953, lorsque tous les habitants du village arabe de Kibia, en Jordanie, furent massacrés. C'était une répétition du massacre de Deir Yassin de 1948, à la différence qu'il fut perpétré hors de la Palestine. Ainsi il annonçait délibérément à l'ensemble des peuples arabes qu'en temps voulu ils subiraient tout la destruction totale, de nouveau avec l'accord tacite de l'Occident. Les faits furent rapportés aux Nations Unies par le général danois Svein Ben Eyck, chef de l'organisation de surveillance de la trêve, qui reçut des menaces de mort, et son subalterne responsable immédiat, le commandant E.D. Hutchinson de la marine américaine, qui décrivit l'attaque comme un meurtre de sang-froid, et fut destitué par la suite. Durant la discussion qui suivit devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le délégué français dit que le massacre avait suscité horreur et réprobation en France et reprocha à Israël, l'État fondé sur l'affirmation de persécution, d'assouvir sa vengeance sur des innocents. Le délégué grec parla de l'horrible massacre, et les délégués britanniques et américains reprirent en chœur le refrain de la condamnation, 9 novembre 1953. En Angleterre, l'archevêque de York dénonça cet horrible acte de terrorisme, et un membre du Parlement conservateur, le major Ashley Burke, le qualifia de culmination de l'atrocité dans une longue série d'incursions dans des territoires non israéliens, faisant partie d'un projet concerté de vengeance. Au moment où ces manifestations d'horreur étaient prononcées, une prime américaine de 60 millions de dollars avait été allouée de fait à Israël pour cet acte, et le président américain avait publiquement cédé à la pression sioniste à New York. Voici la chronologie des événements. 4 jours après le massacre, 18 octobre 1953, le gouvernement américain décida de réprimander sévèrement son protégé, The Times, 19 octobre. Il annonça que les rapports choquants qui sont parvenus au département d'État concernant la perte de vies et de biens impliqués dans cet incident nous convainquent que ceux qui sont responsables devraient rendre compte de leurs actes et des mesures efficaces devraient être prises afin d'empêcher de tels incidents à l'avenir. Ces mots valent la peine d'être comparés avec ce qui se passa quelques jours plus tard. Le Times ajouta, derrière cette déclaration, il y a une rancune grandissante envers la manière désinvolte dont le gouvernement israélien a tendance à traiter les États-Unis, peut-être parce qu'elle croit qu'elle pourra toujours compter sur la pression politique intérieure dans ce pays. On rapportait même, ajouta le Times, comme dans un souffle, qu'une subvention de plusieurs millions de dollars au gouvernement israélien pourrait être suspendue jusqu'à ce que la garantie soit donnée qu'il n'y aura plus d'incidents aux frontières. 2 jours plus tard, 20 octobre, le département d'État annonça que la subvention à Israël serait interrompue. Si le président Eisenhower estimait qu'avec l'élection de l'an passé et les 3 prochaines années devant lui, son administration était libre de formuler la politique nationale américaine, il avait tort. La faiblesse de l'Amérique et la force de la méthode passe-partout est qu'une élection est toujours imminente. Si ce n'est pas une élection présidentielle, alors une élection au Congrès, à la mairie, la municipalité ou autre. À cette période, 3 candidats, 2 juifs et un non-juif, concouraient pour la mairie de New York, et la campagne commençait pour les élections au Congrès de 1954, où la totalité des 435 membres de la Chambre des députés et un tiers des sénateurs devaient se présenter aux élections. Dans ce contexte, la pression était mise sur la Maison-Blanche.